Hexagone, actualité. Vendredi dernier, une soixantaine d'élus ultramarins et l'ensemble des préfets d'outre-mer étaient invités à déjeuner à l'Élysée par le président de la République, Emmanuel Macron. La réforme constitutionnelle pour une évolution statutaire a été largement abordée. En définitive, seule la Nouvelle-Calédonie sera intéressée par la prochaine révision constitutionnelle. Pour les autres territoires d'outre-mer, des experts seront prochainement nommés afin de travailler en concertation avec les élus sur les objectifs de chaque territoire. Cette rencontre a permis aussi pour certains élus présents de soulever les dossiers urgents à régler au sein de leur région. News Paris était sur place pour recueillir les réactions des uns et des autres. Serge Deschimie, le président de la collectivité territoriale de Martinique, qui a participé aussi à cette rencontre avec le président de la République. Alors, qu'en est-il sorti de cette rencontre aujourd'hui à l'Élysée, M. Deschimie? J'avoue honnêtement que j'avais beaucoup d'inquiétudes parce que le format de 80 personnes dans une salle, on peut pas vraiment aller au fond. On a quand même réussi à faire un point sur le SIOM, sur la mise en œuvre du SIOM, les résultats des travaux du comité interministériel pour l'outre-mer. C'est essentiel parce que ça nous permet de répondre au quotidien de la population, les questions de l'eau, du transport, de l'habitat, du logement, la question de la démographie. Et tous ces sujets, le SIOM arrête une intention. Mais la mise en œuvre est toujours une mise en œuvre laborieuse, notamment quand on connaît les contraintes de l'État et le budget, etc. Bon, mais la décision d'avoir une rencontre pratiquement tous les 3 mois avec le ministre de l'Outre-mer ou le ministre délégué me semble une très bonne méthode pour ne pas éterniser la mise en œuvre du SIOM. Bon, deuxième chose, c'est que nous avons fait un point sur l'évolution institutionnelle avec le président de la République. J'avoue honnêtement que le début de la réunion m'a coupé l'appétit. J'ai pas pu manger tellement. Je trouvais un peu assez pas très concret des propositions à formuler, d'autant plus que le président de la République a pris des engagements à la fois la rencontre du 7 septembre 2022, mais aussi toutes ces positions pour que l'outre-mer soit au rendez-vous de la réforme de la Constitution. Bien entendu, il faut tenir compte de la situation de la Nouvelle-Calédonie, il faut respecter, il y a une urgence, mais cet engagement, de mon point de vue, doit être respecté, parce que il faut à la fois changer le modèle économique pour éviter les inégalités en série, mais en même temps, il faut absolument asseoir la responsabilité. Je pense que être dans la République ne signifie pas être dans le mimétisme de l'application des textes et des règlements. C'est pour ça que je dis que la question de la différenciation, c'est pas l'ennemi du droit à l'égalité. Donc, il y a eu un échange assez vif et important, et le président de la République a franchi, à mon avis, un nouveau pas cela me convient en ce qui concerne la Martinique, c'est de rentrer dans un processus d'agenda et de calendrier. Bien sûr, qui va se terminer par une consultation de la population à terme, à partir du moment qu'il y a une réforme de la Constitution qui permet de changer et d'asseoir plus de responsabilités locales. Et cet agenda me semble intéressant puisqu'il y a 2 experts qui seront nommés, je suppose, par pays, on verra les modalités, et qui devront d'ici février discuter et négocier avec nous, à la fois les élus, l'ensemble des élus, mais aussi les acteurs, de telle sorte qu'on puisse calibrer une possibilité de rédactionnel de la réforme de la Constitution. Mais parallèlement à ça, il a raison, parce que je partage son point de vue, il ne s'agit pas de réformer pour réformer, il s'agit aussi d'assurer à la population le bien-être économique. Il faut muter le modèle économique. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne peut pas à la fois demander plus de responsabilités sans muter l'économie. Donc c'est dans ce cadre-là que je trouve qu'il a franchi une nouvelle étape qui nous rassure et qui nous permet de dire, bon, on a 2 fers au feu, si on peut s'exprimer aussi, le bien-être et le quotidien de la population, que la question de l'eau, par exemple, à Mayotte ou ailleurs, et puis en même temps, à Martinique, en Guadeloupe, et puis la question de la responsabilisation dans la différenciation des politiques publiques à mener. Donc, nous attendons avec impatience la nomination des 2 experts pour entrer en discussion et négociation. Oui, on peut avancer sur le reste. Il y a eu 2 volets dans cette réunion, 2 volets importants. Le premier volet, ce sont bien sûr les questions de développement économique et social qui sont très importantes. Et le président de la République, d'abord les élus ont pu s'exprimer assez librement, bien qu'il y ait des contraintes nationales que vous connaissez aujourd'hui.
Et puis, donc, on a exposé l'ensemble des problématiques que nous avons l'habitude d'évoquer. Et ces questions ont trouvé leur réponse non seulement dans les travaux qui sont des réunions, les différentes concertations que nous menons aujourd'hui, mais également dans le fait que le nouveau ministre délégué aux Outre-mer a inscrit son travail dans le cadre de la SIOM et de la concertation que nous allons mener ensemble. Alors, il vient d'arriver. Nous sommes appelés, bien entendu, à faire confiance à sa détermination, mais surtout à la parole qui a été donnée. Pour l'instant, le deuxième volet, ça a été le volet institutionnel. Alors, comme vous le savez, le problème de la Nouvelle-Calédonie a été traité à part, avec une forme de différence. Mais pour ce qui concerne les Outre-mer, le président de la République est tout à fait ouvert à ce que ces travaux commencent. Et d'ailleurs, il y a une commission, en tout cas, qui va être mise en place dès le mois de novembre, le début du mois de novembre, pour que la réflexion se mène territoire par territoire. Il est pour une différenciation prononcée. Cela nous intéresse beaucoup. Cela passe d'abord par une concertation, il l'a bien précisé, une concertation au niveau de chaque territoire pour que nous soyons, que les populations soient consultées, bien sûr, et qu'il y ait une consultation qui se fasse à la fin. Alors, y aura-t-il d'abord en amont une réforme constitutionnelle? On ne sait pas si cette réforme aura lieu avant, mais en tout cas, ça doit déboucher sur des avancées territoire par territoire. Mais une chose importante qu'il a liée, il a souligné que toute évolution institutionnelle, tout changement statutaire doit être lié à un projet de développement économique et social, doit être sous-tendu par cela. Donc c'est ce que je retiens pour ma part. Henri Chalus, le président de la région Guadeloupe, que doit-on retenir de cette rencontre autour du président de la République ce matin? Ça a dit le député Mathiasin. Moi, j'ai fait une intervention déjà sur la suppression de la fiscalité sur les meublés de tourisme, sur les loueurs de voitures, en demandant au gouvernement de faire très attention car nous risquons d'avoir plus de 3000 licenciés en Guadeloupe. Sur la réforme de l'octroi de mer, pas question de travailler là-dessus sans concertation avec les élus de chaque territoire. Sur la construction du campus de santé, demander à l'État de pouvoir accélérer la mise en place du financement parce que la région a déjà mis sa part, a déjà acheté le terrain. Et demander à l'État effectivement que le SIOM, les mesures arrêtées au SIOM soient du concret. Ce qui est important pour nous, c'est pouvoir redonner confiance à la population, régler les problèmes prégnants tels que l'eau, l'économie, la jeunesse. Et nous avons été un peu entendus. Le président a même dit que les choses sont trop lentes et qu'il demande d'accélérer les choses. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de pouvoir nous réunir, je crois, le 23-24 novembre avec le ministre de l'Outre-mer, délégué à l'Outre-mer, pour pouvoir accélérer toutes ces mesures et aussi accélérer aussi la convention que nous avons signée pour l'eau en Guadeloupe comme pour Mayotte. Et quand même pour l'évolution institutionnelle sur cette concertation pour la Guadeloupe, comment vous allez... Eh bien, c'est continuer à travailler là-dessus, comme il l'a dit. Nous allons, M. Mathiasin l'a bien expliqué, nous allons continuer à travailler là-dessus, faire des propositions et attendre un peu de voir si effectivement, comme il l'a dit, il faut le 3/5e, je crois, pour pouvoir avoir une évolution institutionnelle. Et par la suite, on verra ce que nous allons choisir. Chaque territoire a ses spécificités. Nous allons faire des propositions. On verra ce que ça donne par la suite. Qui vient de participer à cette rencontre avec le président de la République, avec la première ministre, M. Darmanin notamment, et le ministre chargé des Outre-mer. Alors, qu'en est-il sorti de ces dossiers que vous avez abordés ici à l'Élysée? Écoutez, ce fut un débat très franc avec des différents dossiers abordés, chacun dans sa particularité. Hein. Vous savez, tous les territoires ultramarins étaient réunis. Nous avons évoqué tantôt les problèmes budgétaires actuels, tantôt le SIOM et sa mise en œuvre effective sur tous les territoires. Ensuite, le temps, disons, de l'évolution institutionnelle, les problématiques de l'évolution institutionnelle. Et si vous voulez, comment les territoires pourraient s'y préparer et comment la République elle-même entend ce désir des territoires. Le président, comme vous le savez, a dit qu'il était favorable, mais qu'il sent peut-être que les territoires n'y seraient pas prêts véritablement. Et en conclusion, il s'est dit prêt à nommer une commission d'experts qui pourrait regarder la chose. Car ce que nous souhaitons pour bon nombre d'entre nous, c'est qu'il y ait à la fois, disons, dans le cheminement de ce qui sera fait pour la Nouvelle-Calédonie, dans cette révision-là, qu'il y ait donc l'approche des différents territoires et faire en sorte qu'il y ait une constitution qui offre à chaque territoire la possibilité d'évoluer dans l'espace national sans qu'il y ait obligatoirement matière à réformer la constitution à nouveau. On sait que les choses ont évolué à partir de ces entretiens ce matin. Disons, nous sommes sur le champ politique.
on sait que ça ne se fait jamais de façon rapide et que la France est un territoire, on va dire, une république une indivisible et il y a quelques difficultés à appréhender une espèce d'autonomie en gardant la promesse républicaine d'égalité républicaine. Et le président semblait nous dire, écoutez, vous êtes dans des bassins particuliers, si vous voulez vous développer de façon endogène, vous ne pouvez pas à la fois demander l'égalité républicaine, l'égalité, on va dire, au niveau social. Nous savons particulièrement que nous avons un potentiel à développer, à nous de nous mettre au service de nous-mêmes pour pouvoir donc faire en sorte que nous fassions, prenons le chemin d'un épanouissement tant social, économique qu'identitaire. Mais lui-même, vous vous souvenez de son discours du 7 septembre, où il nous disait qu'effectivement que la défiscalisation de 1983 n'avait été que leurre et qu'on ne nous avait pas donné ni les moyens humains, ni les moyens financiers, ni le pouvoir normatif. Donc lui, il l'a reconnu. Pourquoi ce qu'il va dire, en plus, pourquoi ce qu'il va dire en Corse, où il leur propose une ouverture sans diminution de moyens, pourquoi quand il s'agit des DOM, il change de langage en nous disant que si vous voulez plus de décisions, ça ne peut pas aller ensemble. J'ai noté son discours, je l'ai enregistré, ça ne peut pas aller ensemble. Pourquoi cette différenciation vis-à-vis des DOM? Nous ne pouvons pas, encore une fois, je le répète, il ne faut pas opposer le droit à l'égalité. Nous sommes un territoire français, nous devons avoir les mêmes règles de fonctionnement que sur l'ensemble du territoire, mais du fait de notre éloignement et de notre spécificité, il nous faut avoir un pouvoir normatif pour adapter les normes chez nous. Il nous faut avoir absolument un droit à l'initiative pour modifier et pour changer le système économique tel qu'il est, pour espérer avoir un développement de notre pays un jour quand même. Le député de la Guadeloupe, Christian Baptiste Sorcier, qui a participé ici à l'Élysée à cette rencontre autour du président de la République où plusieurs dossiers ont été abordés. Qu'avez-vous retenu de ces entretiens, de cette rencontre ce matin ici à l'Élysée, Christian Baptiste? Non, nous retenons que le président de la République, avec son équipe, Madame la Première ministre, ont la volonté de construire, de co-construire. Alors moi, je dis déjà dans un premier temps, en tant que membre de la Commission des finances et rapporteur, co-rapporteur du budget, et de dire, et nous voulons, dans l'élaboration du budget, que nous soyons associés, que nous soyons consultés dans les arbitrages depuis le mois de février, mars. C'est ce que le ministre Vigier, délégué des Outre-mer, a pris cet engagement. Donc nous inscrivons cette promesse en lettres d'or dans du marbre pour nous permettre effectivement de ne pas être mis devant le fait accompli. Parce que nous avons évoqué toutes les problématiques, c'est vrai que je ne vais pas les énumérer, de continuité territoriale, de l'eau, tout ceci. Mais tout ceci doit s'inscrire dans un budget. Le budget a évolué de 7%, d'accord. 20 millions d'euros au niveau interministériel. Mais nous avons une inflation de 4,5%. Lorsqu'on fait la différence entre 7% et 4,5%, on voit très bien qu'en réalité, ce n'est pas 7% d'augmentation. Mais surtout, nous disons que nous qui sommes des territoires dits d'outre-mer et qui représentons effectivement un élément important de la biodiversité de la France, donc nous voulons qu'il y ait un budget de transition, notamment pour la planification écologique. Le 23 septembre, effectivement, le président de la République a parlé de cette planification, mais sans véritablement nommer les Outre-mer. Et donc, parce que nous avons, d'accord, il y a le fonds social, le fonds de solidarité des Outre-mer, notamment pour les risques majeurs, mais cela ne suffit pas par rapport aux enjeux que nous avons, par rapport aux défis que nous devons relever. Et donc, par conséquent, nous disons, il faut qu'il y ait ce véritable budget de transition pour pouvoir répondre à ces enjeux. C'est vrai que les collectivités, ils ont leurs compétences en la matière, et Madame la Première ministre a répondu à cette intervention que j'ai faite, qui a dit oui, mais nous ferons en sorte de tenir compte pour les territoires, pour chaque territoire, qu'il y ait effectivement cette particularité, cet engagement pour tenir compte de la richesse que nous avons et surtout pour répondre aux changements globaux. Les conséquences des changements globaux, changements climatiques, les réfugiés climatiques, l'érosion du trait de côte, tout ceci va demander, au-delà de pouvoir indemniser en dehors du fait qu'effectivement qu'il faut répondre, mais surtout pour l'avenir et tous les efforts en aménagement que nous aurons à faire. Donc c'est tout ceci. Ça demandera du budget. Et ça demande du budget, mais pour cela, on ne peut pas tout faire d'un coup, nous le reconnaissons. Mais cela demande effectivement une planification qui n'est pas simplement un plan, mais qui est une approche stratégique concernant nos territoires en termes d'aménagement. Bon, et le président de la République a parlé effectivement
de modèle économique et social, de changement de modèle. Bon, moi je dis que déjà le premier modèle que nous devons changer, c'est le modèle post-colonial. Il y a des pratiques, il y a des méthodes, il y a des concepts, justement, que nous devons faire tomber, que nous devons... Des pratiques révolues. Voilà, des pratiques révolues que nous devons faire tomber pour pouvoir entrer. Et à ce moment-là, si tant est que nous voulons aller vers une évolution constitutionnelle, il faudrait peut-être d'abord qu'il y ait un cadre général au niveau de la loi. Nous sommes des parlementaires. Mettre un cadre général pour ensuite que chaque territoire puisse s'adapter et voir quelle est effectivement la meilleure, je dirais la meilleure institution qui soit adaptée dans le cadre de la Constitution. Moi, je regrette que le président de la République dise que oui, mais vous serez divisés. Mais c'est normal que nous soyons divisés parce que nous avons des territoires qui sont différents et dans des latitudes effectivement qui sont différentes. Et donc par conséquent, il est normal que nous puissions présenter nos propres particularités dans le cadre d'une approche institutionnelle et constitutionnelle qui soit beaucoup plus large. Le président du conseil départemental de la Guadeloupe, M. Losbar, qui a participé aussi à cette rencontre ici à l'Élysée. Alors, quels ont été les dossiers abordés et dites-nous un peu ce qui s'est passé ce matin à l'Élysée au niveau de cette rencontre. Il faut rappeler qu'en lançant l'appel de Fort-de-France, les exécutifs des territoires dits outre-mer avaient pour vocation de mettre l'accent sur l'inadéquation donc de certaines politiques publiques par rapport aux enjeux auxquels nous sommes confrontés au quotidien, mais également qu'on puisse rentrer dans un processus d'évolution institutionnelle. Sur le premier point, on peut dire que cette démarche a permis d'obtenir le SIOM le 18 juillet 2023. Mais cependant, ce qu'on peut constater, au-delà des 72 mesures, il y a tout un ensemble de mesures que nous avons proposées lors du congrès, des 153 propositions. Je citerai par exemple la possibilité que les collectivités locales puissent gérer, que l'État puisse délocaliser la gestion du LBU, ou encore concernant le trafic aérien vis-à-vis donc des autres îles de la Caraïbe, que nous puissions également passer d'autres conventions pour l'extension donc du trafic, des droits de trafic. Ce sont donc des éléments qui n'ont pas été pris en compte dans le SIOM. Ce qu'il était nécessaire aussi, c'est de bien expliquer que le CCT, qui est le contrat permettant d'asseoir le SIOM, a très peu d'ambition, puisque pour la Guadeloupe, c'est 153 millions sur 4 ans, donc ce qui correspond à 38 millions par année. Donc il était nécessaire d'expliquer tout cela. Et sinon, rappeler que lors du congrès, il y a eu une deuxième résolution pour que nous puissions entrer dans un dispositif d'évolution institutionnelle. Et sur ce point-là, les propos du président de la République sont clairs. Il appartiendra aux différents territoires de faire leurs propositions. D'ailleurs, il y a 2 émissaires qui seront nommés pendant 4 mois pour recueillir les différentes propositions. Et bien sûr que nous puissions aussi, au-delà d'un aspect purement juridique, politique, aussi mettre en avant un modèle économique qui soit en parfaite cohésion avec le modèle politique. Monsieur Adjar, le député de la Martinique aussi, qui a participé à cette rencontre autour du président de la République. Alors, un bref résumé de ce qui s'est passé ici à l'Élysée ce matin. C'était une rencontre importante puisque j'ai pu remettre personnellement au président de la République le rapport sur la vie chère et le pouvoir d'achat. Enjeu fondamental, crucial aujourd'hui, avec les déterminants du niveau de revenu, du niveau des prix, du sous-financement des collectivités et du niveau d'investissement de l'État. La question des oligopoles et des monopoles et des concentrations aujourd'hui consolidées. Et donc, il a reconnu et d'ailleurs, il a été dans ce sens pour dire qu'il faut sortir des économies de rente. Je lui ai également fait la proposition d'initier les états généraux de la vie chère. Il a entendu, il demande simplement de pouvoir rencontrer les élus territoire par territoire. Donc aujourd'hui, nous avons fait un pas où nous avons pu sensibiliser l'État par le président de la République, mais aussi la première ministre qui était présente, mais aussi le ministre de l'Outre-mer et le ministre délégué, donc le gouvernement au plus haut niveau, de façon à ce qu'ils acceptent de se saisir de ce sujet crucial qui est adossé à la question des outils au service des élus locaux responsables pour justement avoir un plan de développement sur une dizaine d'années minimum pour améliorer le niveau de vie des peuples et populations des territoires dits d'outre-mer. Donc aujourd'hui, c'est un pas qui a été franchi et nous allons continuer vers l'avant pour continuer à faire en sorte que l'on mette en œuvre les éléments du rapport qui permettraient d'améliorer le quotidien et de donner plus d'éthique vers un changement de modèle économique au service
des peuples et des territoires et des populations dites d'outre-mer. Monsieur Kabil Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui a également participé à cette rencontre aujourd'hui à l'Élysée autour du président de la République. Alors, que peut-on retenir? Quels sont les dossiers qui ont été abordés avec le président ce matin? Alors, par rapport aux sujets qui ont été abordés, j'ai eu à intervenir sur la question de l'évolution institutionnelle de la Guyane. C'est un sujet qui est très prégnant chez nous, qui dure depuis des décennies déjà. Et je considère, et je l'ai dit au président de la République, que nous avons perdu du temps par rapport aux annonces qui avaient été faites le 7 septembre 2022. On se retrouve aujourd'hui avec très peu d'avancées par rapport à ces différents sujets. Cela étant dit, il y a quand même quelques éléments de satisfaction puisque le président de la République a annoncé la nomination de 2 personnalités qualifiées qui vont se mettre en lien direct avec les différents territoires et notamment ceux-là qui ont besoin de faire évoluer leur cadre institutionnel. Il a défini un calendrier de travail entre le 1er novembre 2023 et le 1er février 2024, période durant laquelle, bien évidemment, ces personnalités qualifiées seront en prise directe avec les élus des Outre-mer et des territoires qui militent pour cette évolution. Et puis à partir de février 2024, eh bien, on va rentrer de plein pied dans une discussion, j'ai pas envie de dire frontale, mais une discussion approfondie avec les membres du gouvernement. Ça fait partie des choses que nous avions réclamées depuis très longtemps, puisque pendant tout ce temps-là, les élus de la Guyane ont continué à faire le travail au sein d'un comité de pilotage à travers des discussions et des écrits que nous avons pu adresser au ministre des Outre-mer et au ministre délégué. Donc, comme je le dis encore une fois, on a perdu trop de temps et aujourd'hui, il s'agit pour nous de mettre un gros coup d'accélérateur à travers cette parole d'engagement que tient le président de la République, même si je considère qu'il y a encore de la frilosité dans l'air, parce que quand on nous dit, par exemple, que si on va vers plus de liberté, notamment en matière de production de normes, et ça veut dire qu'il y aura moins d'aides pour compenser. Je ne sais pas véritablement ce que cela veut dire. Ça me rappelle ce qu'avait dit M. Darmanin lorsqu'il avait expliqué que quand on veut l'autonomie, il faut savoir produire ce que l'on consomme. Or, nous avions dit effectivement qu'on n'arrive pas à mieux produire ce que nous consommons simplement parce que nous sommes contraints par des normes qui ne sont pas du tout adaptées à nos réalités objectives, géographiques, économiques, etc., etc. Donc voilà, une réunion qui pour moi était nécessaire pour nous permettre de faire le point. Maintenant, on verra comment on peut avancer dans la bonne direction. Il y en aura d'autres réunions? Mais il y aura d'autres réunions avec les 2 personnalités qualifiées dont le président de la République va faire la nomination. Et puis, il s'agira pour nous de continuer à notre niveau le travail que nous avons entamé parce que nous ne sommes pas au début d'une logique. C'est une logique qui est entamée depuis très longtemps déjà. Il s'agit pour nous, et comme je l'ai dit au président de la République, de porter sur la Guyane un regard qui soit empreint de beaucoup d'empathie, exactement comme il l'a fait pour la Corse. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de raison que la République porte un regard de cette nature sur l'avenir de la Corse qui est à quelques encablures de Marseille, des côtes françaises, et que la Guyane qui se situe à 7000 km, on va lui demander de réunir des conditions draconiennes pour pouvoir lui permettre de faire évoluer son cadre statutaire vers une autonomie relative au sein de la République française. Moi, je dis au président de la République que ce qui est valable pour les Corses doit être valable également pour le territoire guyanais. Alors, je crois qu'il y a une nécessité au jour d'aujourd'hui de profiter de la calmie, de profiter du climat apaisé dont on bénéficie aujourd'hui pour tenir les discussions, parce que vous savez, la situation est en train de se dégrader, elle est en train d'empirer à tous les niveaux, et je considère qu'il n'est pas nécessaire d'attendre qu'il y ait des révoltes populaires pour se mettre autour de la table et se poser la réelle question de savoir comment est-ce qu'on peut organiser différemment la vie publique et les politiques publiques sur ce territoire. C'est comme ça que ça se passe par moment, mais moi j'invite ceux qui nous gouvernent à prendre à bras le corps cette difficulté et à se dire que si sur la table nous avons déposé un certain nombre de propositions, eh bien il faut qu'elles soient entendues, il faut qu'elles soient débattues. On n'a pas dit que tout ce que nous disons est une parole de vérité fondamentale, on dit simplement que nous sommes force de proposition et il faut que le gouvernement soit en capacité d'entendre les propositions que nous faisons, quitte à ce qu'elles soient modifiées, qu'elles soient amendées. C'était vraiment l'objectif que nous avions défini lorsqu'on a parlé d'un travail de co-construction entre les élus de la Guyane et les membres du gouvernement. Il ne s'agissait pas à l'un d'imposer sa volonté à l'autre, mais il s'agissait surtout de se donner les moyens de pouvoir avancer ensemble. C'est cette notion de travail ensemble qui nous a fait défaut jusqu'à aujourd'hui et j'espère que sur les mois qui viennent, on sera en capacité de se retrouver pour avancer ensemble dans la bonne direction. ONews Radio sur outremernews.fr.